Quick question. Who wants to do this in English and who wants to do this in French? Who votes English? C'est pas mal, ça. Who votes français? OK. Moitié-moitié. Donc, je vais faire moitié-moitié. Est-ce qu'il y a un peu que la façon que je parle en français, c'est moitié de franglais, moitié d'anglais. David Olick, cloud architecte chez Sphere, et je suis spécialisé sur la partie landing zone. Avant de parler des landing zones chez Sens, parce que j'ai jamais utilisé un micro comme ça, ce que je vous propose, c'est qu'on parle plutôt des landing zones classiques. Il faut savoir marcher avant de pouvoir courir. Qu'est-ce que c'est le landing zone? Déjà, une landing zone, c'est quelque chose qu'on appelle aussi la partie Cloud Foundations. C'est quelque chose qu'on va souvent partir d'une feuille blanche chez les clients et on va mettre en place un certain nombre de choses. Voilà un checklist. On commence avec la partie identité, après partie org admin, partie facturation. Très important, partie ressources hiérarchie, etc., etc. Et on va finir sur la partie sécurité. L'idée dans le landing zone, c'est de mettre en place des fondations qui sont sécurisées pour qu'on puisse construire dessus après et mettre en place les différents workloads et les différentes applications. Souvent, je me base sur cette partie-là. C'est Google Cloud Security Foundations Guide que vous pouvez trouver et télécharger. Vous pouvez le lire avant de vous endormir. Quand vous vous réveillez le matin, il y a beaucoup de bonnes pratiques là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire sur la partie landing zone? Parce que je ne vais pas détailler les 10 points, parce que j'ai que 25 minutes et on m'a dit déjà que j'avais fait beaucoup de slides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler les choses qu'on va trouver en commun entre un landing zone classique et un landing zone Sens. Première chose, les comptes de facturation. On va, avec le client, mettre en place des comptes de facturation, soit c'est des invoices, soit c'est des self-service, c'est le client qui décide. Et ces comptes de facturation sont utilisés après pour créer les différentes ressources sur la partie cloud. On va mettre en place, ça c'est quelque chose de très structurant, c'est qu'on va mettre en place toute l'organisation et la structure de l'organisation. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'on va mettre en place des folders et après des sous-folders jusqu'au moment qu'on va mettre en place et créer des projets. La façon qu'on le met en place, c'est, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on va parler avec le client pendant des workshops. Ces workshops, ça dure souvent entre 2 et 3 heures. Et on prend des décisions ensemble et on va décider ensemble avec les clients quel est le type d'organisation qu'on souhaite mettre en place. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place cette partie organisation ? Première chose, c'est qu'on va mettre en place toute la partie politique IAM. IAM, très simple, c'est qui peut faire quoi et sur quelles ressources. Les différents rôles IAM qu'on va mettre en place, la partie primitive, c'est très bien pour du sandbox, mais je vous déconseille fortement dans un monde de landing zone. On va plutôt viser les predefined rôles, les rôles prédéfinis beaucoup plus granulaires. Et on peut aller encore plus loin, j'ai fait chez les clients, mettre en place des custom roles quand on a vraiment un besoin très fin où on veut restreindre l'utilisation à certaines fonctionnalités. Autre chose qu'on va mettre en place, c'est la notion d'organisation policy. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Cette notion d'organisation policy, c'est ce qui va contraindre les gens qui utilisent votre cloud à suivre des règles de sécurité. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des must-have côté Google quand on met en place une partie de landing zone. C'est des choses, on commence avec des adresses IP externes sur les VM, etc. Il n'y a pas de réseau de défaut, etc., etc. Si vous voyez une organisation policy ici que vous n'avez pas mis en place, vous pouvez passer me voir tout à l'heure, on peut en parler. Okay. Comment est-ce que ça marche, cette partie d'organisation policy? J'insiste là-dessus, mon but, c'est de vous emmener un petit chemin ensemble pour qu'on parle après de la partie landing zone avec du sens. On peut redéfinir une organisation policy à un niveau plus bas.
Donc c'est quelque chose qui peut vraiment servir. C'est quelque chose que je mets en place souvent chez les clients. C'est toute une liste d'organisations politiques qu'il faut mettre en place. Et la dernière chose sur laquelle je vais vous parler, c'est un gros morceau sur la partie de mise en place de landing zone, c'est de mettre en place toute la partie réseau et toute la partie sécurisée du réseau. Ça va, ici on a un exemple avec des Network Virtual Appliances, que ça peut être plusieurs produits qui font ça, pour ne pas en nommer des favoris. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver souvent maintenant chez les clients, la mise en place de cette partie Network Virtual Appliance. Partie interconnectivité et ce qu'on va trouver avec du hub and spoke sur la topologie du réseau. OK. Je vais vous parler maintenant d'encryption at rest, chiffrement au repos. Donc, je vous avais dit que c'était le franglais, encryption at rest. Comment ça se passe chez Google? Je vais aller assez vite, peut-être certains savent déjà, d'autres peut-être un petit pic des rappels, mais je trouve ça très intéressant et ça va nous amener vers la partie sens. Quand vous stockez quelque chose chez Google, automatiquement, un fichier est morcelé. Chaque morceau va être chiffré avec une clé indépendante qui s'appelle un Data Encryption Key, la partie DEC. Le Data Encryption Key elle-même va être chiffrée avec une deuxième clé qui s'appelle la partie Key Encryption Key, les KEK. Les KEK sont stockés dans un KMS chez Google et vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je veux lire mon fichier, pour chaque DEC qui est chiffrée elle-même, je vais demander à la partie KMS de déchiffrer. Et il va retourner le Data Encryption Key, déchiffré. Après, on va pouvoir déchiffrer le fichier et tout ça en marche arrière pour que vous ayez accès à vos données. Vous avez une marge de manœuvre et vous pouvez choisir quel sera le type de Key Encryption Key, le type de KEK. Ce que vous avez sur la partie gauche, c'est par défaut. Par défaut, tout est chiffré chez Google et vous avez votre Key Encryption Key qui est géré par Google. Vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez utiliser un KMS. Cette partie Google Cloud utilise la partie CMEK, le Customer Managed Encryption Key. Là, c'est très automatisé. Sur la partie droite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelque chose de très intéressant, on va en parler un peu plus loin, c'est la partie Customer Managed Encryption Key via quelque chose qui s'appelle un EKM. External Key Manager. Et vous avez la dernière façon de chiffrer, c'est la partie CSEC, le Customer Supplied Encryption Key, où à chaque fois que vous appelez l'API pour pouvoir lire vos données, vous êtes obligé de passer la clé pour pouvoir déchiffrer. Petit récap de ce qu'on a vu. Sur la partie gauche, c'est par défaut, c'est Google qui va gérer vos Key Encryption Key. Après, on a vu la partie KMS et vous pouvez avoir aussi au sein de la partie Google Cloud du HSM au sein de la partie KMS. Vous pouvez après importer vos clés sur du HSM aussi. Le Customer Supplied Encryption Key, on en a parlé. Et après, on a cette notion de External Key Manager. Maintenant, on va parler des Assured Workload et surtout avec les contrôles locaux de sens, comment est-ce qu'on va les mettre en place. Les Assured Workload, c'est quoi? Ça vous aide à se conformer à une régulation. Ça peut être une régulation côté des États-Unis ou ça peut être une régulation en Europe aussi. 4 piliers qu'on va regarder. La partie Data Residency, où est-ce que vous allez stocker vos données? Il y a la partie Key Management. Quel est le niveau de sécurité que vous allez donner à la partie KEK, la partie Key Encryption Key? La partie Data Sovereignty. Data Sovereignty, c'est vous qui avez le droit de dire oui ou non, suivant une justification, on en parlait ce matin, Jérôme en a parlé ce matin, est-ce que je vais donner accès à mes données ou pas? Et la dernière chose, c'est le Personal Data Access. Jérôme en a parlé ce matin, c'est que côté support, et c'est uniquement dans le cas de support, quelqu'un côté support peut avoir besoin de venir regarder vos données et il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas votre approbation explicite, la notion de Access Approval.
Et maintenant, avec tout ce qu'on a vu, je vais essayer de mettre tout ça ensemble sur une partie de landing zone sens. Retour d'expérience du client. On a un client qui a une exigence très très forte quant à ses données. Première exigence, c'est que toutes ces données doivent être stockées côté sens. Deuxième exigence très forte aussi, c'est que les VPC qui seront côté sens et les VPC qui seront côté vanilla, on va en parler de vanilla essence dans le slide qui arrive, ne peuvent pas communiquer ensemble. C'est une décision de design basée sur les exigences du client. Sens n'est pas un pare-feu. Il est tout à fait possible, techniquement, avec Sens, d'avoir, par exemple, du shared VPC d'un côté avec un service project de l'autre. Ça, c'est quelque chose que nous, on a mis en place suivant les exigences du client. Deuxième chose qui va changer, quand on va avoir un landing zone sens par rapport à un landing zone classique, c'est qu'on va avoir en dessous du nœud, la partie organisation, on va avoir deux folders. Ces folders, on les appelle la partie vanilla pour tout ce qui n'est pas assujetti au contrôle sens, et la deuxième partie, sens, contrôle locaux. J'ai parlé de compte de facturation. On va avoir aussi autre chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir deux comptes de facturation. Premier compte de facturation, ça va être utilisé côté sens. Deuxième, ça va être utilisé côté vanilla. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on va mettre en place les différents Project Factory dans la partie landing zone, c'est bien associer le projet qui est sous sens au compte de facturation sens et le contraire, le projet est sur la partie vanille sur le compte de facturation vanille. Autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tout dupliquer. Du point de vue de tout ce qui est gestion des folders, etc., on va avoir exactement la même structure, que ce soit côté vanille et côté sens. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et ça demande un petit peu de, je dirais, de gestion de Terraform sur la partie Fast Fabric, mais ça se fait très, très bien. Autre chose aussi, et encore une fois, ceci est un retour d'expérience du client dans lequel on est en train d'implémenter ces parties sens, c'est qu'on a séparé la partie réseau. Ça veut dire qu'on va dupliquer côté vanille et côté sens les différents types de réseaux. Là, j'en ai mis 2 de chaque côté, on a 3 de chaque côté. Les clients ont une exigence encore plus forte sur la partie réseau, c'est que toutes les données qui sont stockées côté sens, les réseaux côté sens ne peuvent pas communiquer du tout avec des réseaux côté vanille. Ce qui veut dire qu'on va avoir une interface côté, sur une NVR qui est dédiée sur la partie sens et une deuxième qui est dédiée sur la partie vanilla. Si je reviens à mes 4 piliers qu'on a vus avec la partie Assured Workload. Première partie, c'est la partie Data Residency. Où est-ce qu'on va stocker nos données? Bien sûr, on va stocker ça hors Brest 9 à Paris, en dessous du folder sens. Comment est-ce qu'on va contraindre les gens à faire ça? Quand on va mettre en place le folder sens, on va utiliser une organisation policy où les gens n'auront pas le choix. Ils sont obligés de créer les ressources dans la région Europe Ouest 9. Sur la partie gestion des clés d'encryption de données, la partie KEC, on va voir 2 choses. La première chose, c'est qu'une fois de plus, avec une organisation policy qui sera positionnée côté sens, on va dire qu'on va utiliser un KMS qui est externe et on va utiliser une VPC pour communiquer avec cette partie KMS qui va se trouver dans le centre de données côté sens. Ça, c'est la première chose. Deuxième, on va utiliser une deuxième organisation policy, une fois de plus pour contraindre les gens à utiliser le KMS dans le cas qu'ils utilisent un certain nombre de services de Google
qui sont listées ici, mais cette liste n'est pas exhaustive et cette liste peut changer. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, de regarder sur la documentation Cotisens pour savoir quels sont les services Google dans lesquels vous êtes obligé d'utiliser la clé Sens qui est dans la partie External Key Manager dans le Data Center Sens. La partie Data Sovereignty. Comme je disais, la partie Data Sovereignty, ça va vous donner le pouvoir de dire, suivant les Key Access Justification, chaque fois que vous allez accéder à la clé EKM qui se trouve chez Sens, vous allez fournir une Key Access Justification. Lors de la mise en place du folder Sens, ce qu'on a vu sur les slides précédents, la partie Sens, la société Sens va paramétrer la partie Key Access Justification sur laquelle vous allez pouvoir donner la clé et sur laquelle vous allez refuser de donner la clé. Vous avez le pouvoir. Et la dernière chose, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on appelle le Personal Data Access, donc c'est le Personal Support, ça peut être côté Sens et côté Google, on a vu ça, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à vos données dans le cas d'un cas de support qui a été ouvert, et c'est le seul cas qu'on peut utiliser pour avoir la partie Access Approval. Vous ouvrez un cas, potentiellement, quelqu'un côté support aura besoin d'accéder à vos données, il doit demander explicitement le droit d'accès. Et vous devez donner explicitement le droit d'accéder à vos données. Deuxième chose, c'est que toute cette partie d'accès aux données et toute cette partie de demande de clé de partie justification et si c'est accepté ou pas, tout ça, c'est mis en place automatiquement quand on va mettre en place le folder Sens.